Je tiens d'abord à remercier nos intervenants qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Je me permets de vous présenter du coup dans l'ordre. Madame Agnès Rosier, donc, qui est infirmière en pratique avancée en oncologie au Centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice. Alors, en fait, c'est pas dans l'ordre. Madame Ludovic Loquet, qui est responsable du département ressources humaines en santé à l'ARS PACA. Madame Caroline Chassin, qui est directrice générale adjointe à l'Institut Paoli-Calmette. Professeur Sébastien Colson, qui est directeur de l'école des sciences infirmières à Aix-Marseille. Et docteur Boran Slama, hématologue au centre hospitalier d'Avignon. Donc, notre souhait avec le groupe projet de cette journée, on a souhaité vous réunir pour qu'on puisse parler de l'avenir, de nos envies, de nos ambitions pour ce métier donc, qui est le nôtre. Donc, je propose qu'on commence par Agnès. Est-ce que tu veux nous parler des points essentiels que tu vois, toi, sur la suite ? Alors, bonjour à tous. Écoutez, ça va... ce que j'avais préparé, ça rejoint bien tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous pouvons espérer la poursuite du déploiement des IPA onco-hémato sur notre territoire, qu'il soit institutionnel ou libéral, puisqu'on a vu aujourd'hui que c'était possible d'exercer en libéral. Si au départ, on était plutôt orienté et déployé sur les hôpitaux de jour et sur le suivi des thérapies orales, on s'aperçoit aujourd'hui que les parcours se diversifient. On arrive sur des parcours innovants et je pense que ça peut se déployer parce que nos institutions, mais aussi nos autorités nous font confiance. Donc c'est plutôt, on va dire, de bon augure, je suppose, et je l'espère. Je pense aussi qu'il faut souligner notre volonté de développer la recherche en soins, la recherche paramédicale. Alors je pense que la recherche paramédicale n'est pas seulement dévolue pour les IPA. Il faut que nous soyons IPA plutôt leadership, faire vivre notre leadership par rapport à ça et développer des projets au sein des équipes soignantes et pas que. Voilà, c'est être leadership dans la recherche paramédicale. Je sais que nous, dans notre institution à Nice, on est en train de développer la CAPRES, donc c'est une cellule d'aide à la promotion de recherche en soins. Et ça se développe petit à petit et voilà, on est des acteurs motivés pour développer la recherche. Donc je pense que c'est un avenir aussi dans lequel il faut s'inscrire. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur qui dit recherche dit enseignement, formation. On a appris donc récemment qu'on serait certainement recertifié et que dans ce sens-là, peut-être il faudrait envisager, je ne sais pas, c'est une idée, on en a parlé entre nous, et envisager peut-être des séminaires où on nous, peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, où on serait informé sur les nouveautés thérapeutiques, même si c'est de notre ressort à nous de nous former, mais je trouve qu'on est plutôt hyper spécialisé et du coup entendre ce qui se passe sur d'autres prises en charge, les soins techniques notamment qui évoluent, qui changent. Je pense qu'on a besoin d'être formé plus largement que dans notre spécificité. Donc peut-être à y penser pour le futur. Et la question qu'on se pose également, c'est la place du master d'IPA dans la refonte de la formation IDE. Voilà, c'est un questionnement légitime qui se pose. C'est un questionnement. Et je me retourne vers les autorités ici présentes, voilà, un peu quand même. Et enfin, voilà, je clôturais mon intervention. On a eu une super intervention sur notre cadre juridique et je pense que le cadre juridique, notre cadre juridique, il ne faut pas l'oublier. Il faut sans cesse se recentrer sur notre décret de compétences parce que je pense qu'on a tous le tampon magique, ce qu'on disait ce matin. On a notre propre tampon, on prescrit et puis parce qu'on nous fait super confiance, parce qu'on est exceptionnel, oui, tu peux utiliser mon tampon, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, jusqu'où va notre responsabilité? Donc toujours bien repenser, c'est bien de prescrire, c'est bien de vouloir faire des choses utiles pour nos patients, mais a-t-on les compétences pour aller jusqu'au bout? Le quiz de s'il arrive quelque chose, quelle sera la responsabilité qui sera engagée? Voilà, donc je termine comme ça ma petite présentation, et voilà, sur les enjeux à venir, voilà, c'est toutes ces problématiques qui sont ressorties toute la journée, donc c'est chouette, voilà, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus, voilà. Merci Agnès. Je pense, professeur Colson, vous avez bien vu les appels du pied, donc je vous laisse la parole pour répondre du coup sur tout l'enseignement et la recherche. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de revoir beaucoup de têtes connues qui sont passées par Aix-Marseille Université. Alors, je ne suis pas l'autorité, parce que sinon j'avancerais certainement beaucoup plus vite que maintenant. Mais il y a des vraies questions. Je vais reprendre déjà sur comment nous on a développé les sciences infirmières à la base sur la faculté, parce que c'est quand même important et c'est novateur. Il y a beaucoup d'universités qui sont en train de commencer à développer notre modèle, et pour une fois qu'à Marseille on a de l'avance sur Paris, autant en profiter. Donc notre faculté de médecine s'est transformée en 2018 pour devenir la faculté des sciences médicales et paramédicales. Et donc cette faculté des sciences médicales et paramédicales a été composée de 4 écoles, maintenant 5. Une école de médecine, une école de médecine dentaire, une école de maïeutique, une école de sciences de la réadaptation, une école de sciences infirmières, avec un directeur universitaire de la filière de son école, c'est-à-dire un médecin pour médecine, un chirurgien dentiste pour la médecine dentaire. Bon, je passe jusqu'à arriver à moi, directeur de l'école de sciences infirmières, donc depuis 2019. Et donc, on a structuré initialement, nous n'avions que le DEIPA qui était notre diplôme phare sur Aix-Marseille Université. Et puis, nous avons développé quasiment maintenant toutes les filières à l'université. Donc, toutes les spécialités infirmières sont en lien avec l'université. IBOD, IAD, puéricultrice en expérimentation sur 2 ans, cadre de santé en expérimentation sur 2 ans. Et le petit dernier qui vient d'arriver cette année, c'est un IFSI universitaire, complètement à l'université, en expérimentation. Dans des conditions particulières que je n'évoquerai pas ici, parce que c'est une expérimentation, mais c'est un IFSI à part qui ne passe pas par Parcoursup. C'est un peu particulier, et donc on est vraiment dans l'expérimentation de ce qu'on peut faire là à l'heure actuelle. Donc on a maintenant le L, le M et le D sur Aix-Marseille Université. On en est bien fiers. Et puis récemment, on vient de créer un collège universitaire, alors collège français, national français, j'y arrivé, collège français des enseignants-chercheurs universitaires en sciences infirmières, qui regroupe tous les universitaires nommés dans les universités de France en sciences infirmières, pour qu'on puisse s'épauler les uns les autres. Donc ça va se développer, vu le nombre de postes qu'a attribué le ministère là pour la prochaine année universitaire dans plusieurs universités de France. On va quasiment doubler l'effectif d'universitaires en sciences infirmières l'année prochaine. Donc ça va être relativement important. Ce qui me fait arriver à la formation, et la formation initiale IPA, après 3 textes qui ont été modifiés, enfin 3 modifications de texte pour en arriver au texte d'aujourd'hui, qui n'est pas encore vraiment parfait, on va dire. Il a fallu structurer la formation et voir aussi, c'était un peu de l'expérimentation de DEIPA jusqu'à maintenant. Là, on a une petite inquiétude, et je ne sais pas si le professeur Berbis l'a évoqué ce matin, c'est la baisse du nombre de demandes pour rentrer dans la filière oncologie, justement, qui est vraiment inquiétant, puisque là, alors que nous, on était sur 10-15 étudiants par an, cette année, on a 5 deuxième années, et on a 5 premières années qui se destinent au parcours d'onco, hémato-onco, avec une promotion de l'IPC qui est quand même très intéressante cette année, je tiens à le souligner, puisqu'on a 4 étudiantes de première année sur 5 qui viennent, 6 et 2 en deuxième année. 6 en tout? 6 en M1? Ok. Ok, bon. 4 IPC sur 6, voilà, je vais y arriver.
Donc cette formation, on a aussi voulu qu'elle soit développée avec une double diplomation master maintenant, au même titre que les autres formations qu'on a sur Aix-Marseille. Ce qui nous a permis en fait de proposer maintenant, avant vous avez connu une méthode dont on a changé l'année dernière, on est passé sur une deuxième année à temps plein où on a proposé en plus de ce qu'on propose dans le texte, c'est-à-dire que le texte dit 4 mois de stage minimum sur la deuxième année. Nous, on est passé à 5 mois de stage clinique et 2 mois de stage recherche. Donc en fait, l'année, les cours terminent mi-novembre et les stages commencent à partir de mi-novembre jusqu'à juin. Et on alterne stage clinique, stage recherche, stage clinique, stage recherche pour que les étudiants puissent travailler sur leur mémoire et du temps spécifique à leur mémoire pour travailler sur leur mémoire. Donc voilà comment on a fait les modifications. Et vous me parliez des travaux en cours sur la refondation de la formation infirmière. Alors j'y participe au titre du Conseil national des universités et d'Aix-Marseille Université. Et je suis bien en peine de vous dire ce qui va se passer, puisqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de contenu. Nous avons des réunions, mais nous n'avons pas de contenu. Il n'y a pas de référentiel d'activité et de compétences qui est sorti. Donc, du coup, pas possibilité d'avoir de référentiel de formation. Et dans ce rien, on nous dit qu'en plus, on est soumis à la confidentialité. Donc, je ne peux rien vous dire, mais il n'y a rien. Donc, en même temps, c'est pas très grave. Mais ça va arriver. On a bon espoir que ça arrive. De toute façon, on doit se mettre en ordre de marche puisque les universités doivent proposer leur accréditation en 2024-2025 pour une rentrée en 2025. Donc, on va y arriver. Et forcément, ce qui va se passer pour les infirmiers, ça va impacter... Enfin, ce qui arrive au L impacte tout le niveau M. Donc ça va impacter les IPA, les IAD, les IBOD, les PUR, enfin les cadres, enfin ça va impacter tout le monde. Donc on attend vraiment de voir ce qui se passe sur la formation initiale pour pouvoir voir comment on va travailler sur la formation de niveau M et sur la formation continue, sachant que nous sur l'université, on a ouvert du coup plusieurs DU qui sont ouverts aussi aux IPA. Donc après, il faut aller regarder dans le catalogue de formation continue d'AMU parce qu'on a, je sais plus, c'est entre 100 et 200 DU sur la faculté. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser en termes de DU en formation continue. Je vais terminer par la recherche, je ne veux pas être trop long non plus. Je vais terminer par la recherche. Vous parliez justement que la recherche était très importante. Oui, la recherche est importante. Quand on est IPA, on apprend à synthétiser la recherche. On n'est pas chercheur. On est apprenti-chercheur quand on est en doctorat. Donc, je remets aussi les choses en ordre. Ça veut dire qu'il faut aussi vous faire accompagner. Alors, certes, d'une équipe hospitalière qui veut s'investir en recherche. Vous pouvez promouvoir la recherche, mais ne pas oublier qu'il faut aller chercher des équipes de chercheurs pour vous aider. Les chercheurs ne peuvent pas faire ce que vous faites en clinique et les cliniciens ne peuvent pas faire forcément ce qu'on fait en recherche. Donc c'est donnant-donnant. Et si on veut que chercheurs et cliniciens travaillent ensemble et que les recommandations qui sont produites par la recherche servent la clinique et que la clinique serve la recherche, faut qu'on arrive à travailler tous ensemble. Donc là aussi, je fais un appel. Vous avez des universitaires maintenant en sciences infirmières un peu partout. Contactez-les si vous avez des projets de recherche pour les structurer et si vous voulez présenter un PHRIP ou autre au niveau national, c'est toujours un plus d'avoir une équipe de recherche certifiée qui vous accompagne dans ces différents projets. Après, la question du doctorat, c'est encore une autre question. Oui, il faut des IPA doctorantes, mais il n'y a pas que des IPA doctorantes. Et puis, à un moment donné, il faut aussi des personnes pour les encadrer. Pour encadrer une thèse, il faut une habilitation à diriger des recherches. Et pour l'instant, en sciences infirmières, on est 4 en France. Voilà, donc on a une liste d'attente de doctorants qui peuvent rentrer au fur et à mesure. Et puis, on n'a pas le droit d'en prendre plus de 3 à temps plein par an. Donc forcément, ça bloque un petit peu le système. Et après, on arrive à trouver des autres enseignants-chercheurs HDR, comme on appelle, pour venir un peu en soutien et pour développer la discipline. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur enseignement et recherche. Sur la recherche IPA, bien sûr, il faut avancer, mais il faut avancer aussi au rythme où les choses avancent en France, c'est-à-dire étudions d'abord ce qui se passe en termes d'implantation, et tout à l'heure, notre collègue canadien nous en a très bien parlé avec le modèle PEPA.
étudions déjà comment se passent vos implantations pour ensuite étudier ce qui va se passer dans la progression, en fait, l'évolution de la profession. C'est en étudiant les implantations qu'on va pouvoir voir les leviers et les obstacles à votre exercice quotidien. Voilà. Merci. Madame Loquet, du coup, on parle d'implantation et puis on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de changements qui se profilaient, tant sur la formation que sur les lois en cours. Donc, je sais, de votre casquette ARS, est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci pour l'invitation, effectivement. Alors, je vais essayer de ne pas faire de redites, parce que c'est pour ça que j'ai pris quelques notes, parce que beaucoup de choses se sont dites aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas faire un doublon, et en même temps, j'en profite aussi pour rebondir, resynthétiser, puisque le sujet de la table ronde, c'était la vision et les enjeux. On voit qu'il y avait de nombreux enjeux avant la création du métier. Je pense que tout le monde a pensé que la ligne d'arrivée, parce qu'il y avait eu beaucoup d'attentes, le professeur Berbis l'a rappelé, 10 ans d'attente, des gens frustrés qui ne pouvaient pas exercer. Donc, quand les textes sont sortis, tout d'un coup, tous les textes sont dit ça y est, il y a une reconnaissance, le métier existe, la réglementation l'a prévu, go. Et puis on voit que finalement, même si les enjeux qui préexistaient, finalement, qui étaient aujourd'hui on a de plus en plus de patients, de personnes âgées, on a des problèmes de démographie, et effectivement on a besoin de ces infirmières de pratique avancée. Bizarrement, on n'a pas eu le déploiement qu'on attendait. On est satisfait, mais il n'est pas à la hauteur des exigences, effectivement, qui étaient prévues au niveau par les textes. Donc, je crois que là-dessus, on a quelque chose qui a été cité aujourd'hui, qui est le travail de reconnaissance de ces professionnels de santé, parce que les besoins demeurent, ils sont même encore plus importants qu'il y a 4-5 ans, finalement, et qu'il y a 10 ans, quand les premiers précurseurs ont pensé à créer le métier. Ceci étant, on est dans du changement, on est sur une transformation plus large du système de santé, et finalement, les IPA ne sont qu'un élément qu'on utilise, mais aujourd'hui, il y a plein de changements qui doivent se faire. Il suffit de regarder l'actualité sur l'évolution, sur les médecins, sur les praticiens étrangers. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui bousculent, qui remettent en cause le système de santé qui doit bouger. Sauf que même si collectivement et politiquement, on sait que ça doit bouger, c'est dur en tant qu'individu d'accepter, parce que parfois, pour les professionnels de terrain, on exerce depuis longtemps et l'on doit accepter qu'effectivement, il y a une évolution des périmètres, des compétences de chacun, et que même s'il y a du travail pour chacun, effectivement, c'est pas si simple de le faire. Donc là-dessus, nous, on travaille à l'ARS avec les partenaires pour un peu faire de l'entrise, motiver. On intervient auprès des CPTS, des établissements de santé, des acteurs locaux, des métiers, voilà, pour faire un peu aussi du lobby pour que ce métier ait sa pleine existence. Un deuxième enjeu qui a été aussi un petit peu cité aujourd'hui, c'était le sujet du nombre. Parce que, alors on a bien vu qu'on a beaucoup de mal quand même à dire combien il y a d'infirmiers de pratique avancée. On dit qu'il y a l'ordre, personne n'a le vrai chiffre. C'est pas on dirait que presque qu'il y a un secret derrière. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on est loin du chiffre qui avait été annoncé il y a 4-5 ans. Donc même si on est sur des milliers, même si je ne sais plus qui ce matin a dit on a doublé en un an et qu'on a 1800 alors qu'on était à 800 avant, en tout cas, on est loin des 5000 annoncés en 2022. Enfin, on est loin de ces chiffres-là. Là-dessus, donc sur le chiffre en PACA, par contre, on n'a pas à rougir. On est une des régions où on a quand même un certain nombre d'infirmières de pratique avancée, grâce à la fac. C'est pas parce que Sébastien est là, mais c'est éclairci, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, PACA est parti tôt, grâce à AMU. Donc effectivement, ça commence par ça. Il y a la formation locale. On a vu qu'il y en a certains qui sont venus d'autres régions se former en PACA, mais ça commence par là, donc parce que la proximité fait que des infirmières sont venues se former, et donc évidemment on a un vivier un peu plus important. Mais on a un gros travail à faire là-dessus encore. Un autre enjeu, c'est, on ne l'a pas trop dit aujourd'hui, par contre je suis étonnée, c'est de bien préciser ce qu'est le métier de pratique avancée. Parce que justement, comme il y a une évolution des périmètres, on pourrait être tenté d'avoir les sirènes, d'évoluer vers quelque chose d'autre qu'on connaissait d'avant, ou parce que les autres professionnels nous attirent vers quelque chose. Et donc c'est pas évident effectivement aujourd'hui de bien rester dans la lignée, et donc notamment dans la lignée clinique de la pratique avancée. Et donc là aussi c'est un enjeu, faut faire des barrières, et ça c'est aussi un peu votre mission. Bon, sur les enjeux, je suis obligée de le dire parce que je suis ARS. Aujourd'hui, c'était super d'avoir une journée sur l'oncologie, mais alors même si Sébastien m'a un peu refroidi en me disant que finalement, il y avait beaucoup moins d'infirmiers qui s'inscrivaient sur la mention. Je pensais que c'était plutôt en maintien. J'avais plus peur, effectivement, sur les autres mentions, psychiatrie, urgence, où il y a effectivement, là aussi, beaucoup d'attendus et où effectivement, là-dessus, il faut développer.
un autre enjeu que je suis obligée de citer parce que c'est une de nos préoccupations actuellement, c'est le sujet de l'attractivité. L'attractivité des professionnels de santé, parce qu'on est là aussi sur de grandes difficultés. Donc on essaye un peu là de structurer une stratégie au niveau de l'agence qui serait un peu sur l'attractivité des organisations, l'attractivité territoriale et puis aussi l'attractivité des métiers où on retrouve la pratique avancée, les protocoles de coopération dont s'occupent mes collègues, donc plein d'évolutions. Et quand on dit attractivité, on dit fidélisation aussi, parce que finalement on voit que des fois on attire et puis le pire c'est quand les gens tournent, s'en vont et que les établissements les gardent pas. Aujourd'hui on a plus de remontées par rapport aux infirmières, aux manipulateurs radio, effectivement qui sont durs à garder, j'espère, et qui partent faire d'autres métiers, parfois plus du tout du système de santé. Donc là pour les IPA, c'est tout nouveau, elles restent IPA, on n'a pas encore d'informations comme quoi une IPA arrêterait pour aller faire pizzaiolo, parce que ça arrive dans certains cas où on a des infos de professionnels de santé qui partent faire complètement différents des métiers à l'opposé de ce qu'ils faisaient. Donc j'espère qu'on pourra les garder. Voilà. On va essayer de travailler avec vous, avec les établissements sur les freins, sur comment les lever, parce qu'on voit que les freins sont nombreux. On a, grâce à vous aussi, pu avoir un certain nombre d'initiatives, y compris d'autres régions. Et c'était vraiment intéressant. Je les remercie d'avoir fait le déplacement pour certains, parce que c'est bien de voir qu'il faut ouvrir ses chakras et qu'il peut y avoir d'autres expériences que celles qu'on connaît en PACA. Il faut probablement qu'on laisse plus le terrain innover en termes d'enjeux. C'est vrai que c'est quelque chose, une profession sur laquelle il y a eu beaucoup de textes, de réglementations, de décrets. Même quand on a voulu être novateur, tout de suite on nous a dit « Ah non, mais c'est les cadres nationaux, on va vous lancer des expis nationales ». Donc peut-être qu'on n'a pas laissé encore assez la place à l'innovation locale. Ça, c'est un enjeu effectivement qui reste. Ce matin, on a parlé du modèle économique. Alors moi, ma position, ce serait plutôt de dire qu'il n'est peut-être pas terrible le modèle économique. Le problème, c'est que c'est trop tôt aujourd'hui et personne n'arrive à proposer une alternative, parce que pour créer un modèle économique, il faut avoir de la matière. Donc maintenant que vous commencez à en avoir, et je pense qu'il faut d'ailleurs une ampleur nationale pour capitaliser là-dessus, on sait, puisque aujourd'hui on est sur une journée cancéro, que moi qui ai travaillé en santé publique sur le dépistage organisé des cancers, pour prouver qu'un dépistage organisé était mieux qu'un dépistage individuel d'un point de vue médico-économique, ça a été très 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 long. Donc on voit que il faut peut-être être patient, c'est peut-être pas encore mûr, mais je pense que sur un modèle économique, même s'il n'est pas satisfaisant, il va falloir qu'on ait de la matière pour proposer des alternatives et faire bouger les lignes. Ce qui était intéressant, parce que je suis arrivée ce matin en me disant qu'une idée, c'était de développer les modèles hybrides. J'ai cru que j'avais un scoop, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y avait plein de modèles hybrides, y compris dans d'autres régions. Mais c'est vrai que je le vois même nous dans les remontées qu'on nous demande, on nous demande combien d'IPA salariés, combien d'IPA en ambulatoire. C'est toujours cette dichotomie. Mais même avec la fac, on dit alors combien on en ambu, en salariés, et derrière elles sont où? Et finalement, avec aujourd'hui, je me dis que les modèles mixtes, les modèles hybrides, qui sont de plus en plus demandés par les médecins, puisque je m'occupe aussi de ce périmètre-là, où on voit des développements de médecins post-internat qui travaillent faculté libérale entre deux établissements ou établissement libéral. C'est peut-être ça aussi pour les IPA, la solution de demain, une recherche d'un modèle mixte. Donc voilà, vous l'avez compris, nous au niveau de l'agence, on est convaincus que la pratique avancée c'est important. On l'a mis dans notre PRS, le PRS3 pour les programmes régionaux de santé. Moi, j'ai pas eu à faire de lobby pour mettre la pratique avancée dans le PRS. Tout le monde en voulait. On avait un groupe coopération que pilote Jeanne qui est dans l'assistance. Tout le monde voulait des IPA. Le groupe santé mentale voulait des IPA. Inégalité de santé, c'est les IPA. Il n'y a pas de souci. Tout le monde voulait des IPA dans le groupe. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est peut-être plutôt une grosse pression. Donc voilà, moi j'ai confiance. Et puis ce qui m'a donné confiance, mais il est peut-être parti aussi, c'est tout à l'heure le patient qui était complètement ambassadeur de la profession et qui disait mais c'est ça qu'on veut en fait. Et donc là c'est chouette parce qu'effectivement si en plus les patients commencent à dire en fait c'est super et c'est ça notre modèle et c'est ça nos attendus, je pense que là-dessus on a encore une belle embellie. Voilà. Eh bien merci beaucoup pour votre enthousiasme. Madame Chassin, vous êtes donc directrice adjointe de l'IPC. Votre vision autant sur l'IPC et puis peut-être plus largement de notre profession et de ses innovations, de tout ce dont on a parlé. Alors, je me disais par quoi je commence.
Je pense que le thème de la journée montre les formidables opportunités qui se présentent. En fait, on parle de changer le système de santé. Je pense que c'est avec ces métiers qu'on va réussir à petit faire bouger les lignes. Moi, j'adore faire bouger les lignes. Et l'IPC est un terrain vraiment expérimental qui aime aussi beaucoup innover. Et du coup, on a mis l'IPA et tout ce que ça représente autour au cœur de notre stratégie pour pouvoir à la fois donner en premier lieu de la visibilité et des opportunités aux professions paramédicales. À l'heure où on est tous en tension démographique extrême sur les professions de santé et qu'en parallèle la population est vieillissante et a de plus en plus besoin de soins, c'est le moment historique pour les professions paramédicales d'être revalorisées et reconnues à leur juste rôle dans le système de santé et en particulier hospitalier. Donc ça, c'est la première opportunité qu'on saisit. Proposer suffisamment de postes. Alors, on a la chance en cancérologie, dans un centre de lutte contre le cancer, on fait que de la cancéro. Et du coup, on a la possibilité de démultiplier les opportunités d'IPA. Et ça donne des premiers débouchés et ça nous amène à réfléchir sur les articulations avec les équipes médicales. Moi, j'ai évoqué ici, c'était pas mon idée, c'est des idées qui circulent dans l'IPC, c'est de se dire, mais demain, l'IPA, elle se positionne où ? À la direction des soins, dans des directions médicales, comment est-ce qu'on situe leur interaction et comment est-ce qu'on les place dans l'organisation de l'hôpital. En fait, si on ne sait pas aujourd'hui répondre à cette question, on sait que l'organisation globale de l'hôpital va être amenée à changer. Alors, j'ai pas de réponse toute faite. J'ai des sensibilités et je pense que vous parliez d'innovation et laisser la place au terrain. Je pense que c'est au terrain, en fait, de décider quelle est la bonne place de l'IPA parce que c'est avec la pratique et autour des patients qu'on va réussir à définir comment bien s'articuler, comment bien manager les parcours de soins. Et je crois beaucoup à l'hybridation. Et pour désiloter nos organisations hospitalières, il faut probablement un peu casser ces grands silos de direction qu'on a les unes à côté des autres et parler d'équipes pluridisciplinaires et qui mêlent les compétences. Je crois que c'était avec vous que je parlais des RCP et de la participation des IPA au RCP. On voit bien que là, on touche une porosité entre médecins et paramédicaux et je crois que c'est cette hybridation-là qui va nous sauver et qui donne du sens aussi à nos métiers. Donc, des opportunités majeures qu'il faut accompagner et écouter en laissant un champ libre. Ne pas trop se stresser avec les codes juridiques. On a tellement besoin, en fait. Je comprends tout à fait cette réflexion que vous avez, elle est très sage, mais on a tellement besoin que le système évolue et le politique est tellement ouvert à l'évolution parce que c'est en ce moment qu'on joue la partition du changement, qu'il y aura une écoute pour que l'expérimentation autorise à dépasser le cadre juridique actuel et qu'on le fasse s'adapter aux nouvelles pratiques. Il y a aussi ça dans la définition des cadres juridiques, c'est écouter comment ça se passe sur le terrain pour adapter la réglementation plutôt que de tomber sur les professionnels et les sanctionner. Il faut vraiment avoir confiance dans nos autorités pour faire remonter tout ça et avoir ce grand accompagnement juridique aussi. L'autre opportunité, on en a parlé, là je vous parle beaucoup d'à l'intérieur d'un établissement, mais je crois qu'il y a aussi une fenêtre qui s'ouvre et qui est majeure, c'est celle du territoire. On ne pense plus un établissement de santé, quel qu'il soit, aussi performant qu'il soit, sans l'imaginer sur son territoire. On est en interaction avec des libéraux, on est en interaction avec d'autres établissements de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Et ça doit nous amener là aussi à désiloter. Alors, moi j'ai une expérience un peu
un parcours professionnel un peu varié. J'ai travaillé en CHU, j'ai travaillé en établissement de périphérie, en zone semi-rurale. Maintenant, je suis en CLCC et je vois bien que les réalités, c'est pas les mêmes, hein. Elles sont vraiment disparates. Et par contre, je vois bien aussi comment on peut s'entraider et comment on peut changer la façon de fonctionner les uns avec les autres pour faire en sorte que les forces des uns soient en synergie avec les autres. Et tout ça pour vous dire que quand j'étais... en fait, j'ai dirigé l'hôpital de Draguignan et il y a des gens formidables dans cet hôpital qui ont un sens du sacrifice personnel, hein, pour faire tenir les services. Ils ne sont pas beaucoup. Il faut que le service y tourne H24. Et on n'avait pas la possibilité de mettre des IPA, en fait, parce que, en fait, qui les forme ? On recrute des IPA, on leur les envoie en formation, mais qui les suit ? Et alors qu'en fait, c'est là qu'il y en a besoin. Et maintenant que je suis à l'IPC, je me dis, en fait, c'est nous qui pouvons les former. Et en fait, si ces hôpitaux-là ont besoin de recruter des équipes d'IPA et que nous, on peut leur assurer un suivi médical et s'ils en ont besoin, on peut le faire très volontiers, surtout qu'aujourd'hui, il y a des outils de visio qui peuvent beaucoup nous aider et peut-être que l'IPA, ça pourrait être quelque chose qui se territorialise avec beaucoup de sens et qui permette quelque chose de fondamental, l'accès aux soins à tous, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, à Draguignan, quand les gens n'ont plus accès à la cancérologie, ils ne se soignent pas. Et ils vont à l'IPC quand leur état est trop dégradé et qu'on leur dit l'IPC va pouvoir vous sauver. Mais c'est trop tard. Donc en fait, il faut pouvoir maintenir, et nous avons le devoir en établissement de recours, de permettre aux établissements de périphérie de maintenir leur offre de soins. Et si on n'y arrive plus uniquement avec le corps médical, parce que la démographie ne le permet plus suffisamment, on peut peut-être être astucieux et innovant avec des équipes d'IPA dont il existe des super équipes paramédicales dans ces hôpitaux qui sont dévouées et qui auraient besoin juste d'être arrimées à des établissements qui arriveraient à leur assurer une sécurité de fonctionnement. Enfin, j'y crois beaucoup. Il faut que ce soit aussi une volonté des uns et des autres. Là aussi, on écoute le terrain. Et si on sent des opportunités, on les accompagne. Et là aussi, il peut y avoir des hybridations, publiques, privées. Je crois que c'est vraiment l'avenir du système de santé que de se penser de cette façon-là. Et ça donne de belles perspectives aussi parce que connaître d'autres établissements et avoir des parcours entre différents établissements, c'est mesurer à quel point la richesse de notre système de santé mérite d'être connue. Donc voilà un peu pour les perspectives d'avenir, de formidables opportunités en interne, mais aussi probablement des chantiers territoriaux à ouvrir au service des patients. Merci beaucoup. Je pense que ça nous donne envie. Docteur Slama, sans le soutien des médecins, on sait que l'implantation et la pérennité de notre métier, c'est compliqué. Donc, de votre point de vue, de votre expérience, quelle suite on peut envisager ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que je suis le dernier, donc il faut que j'évite la redondance. Donc, je vais aller sur un autre champ. Juste quelques chiffres. Dernier rapport de l'INCA, je crois qu'on est à 420 000 nouveaux cas de cancer en France. Nouveaux cas. Bien évidemment, je vais me cantonner à l'onco-hémato. Premièrement. Deuxième point, effectivement, les progrès thérapeutiques font que, et c'est tant mieux, les patients meurent moins, on appelle ça, mais ils ne sont pas guéris, c'est ce qu'on appelle la chronicisation du cancer. Donc, une file active qui va augmenter de façon exponentielle et de façon continuelle. Troisième chose, il y a de nouvelles exigences dans la prise en charge des patients.
je vais dire quelque chose qui est évident, mais qui a besoin d'être redit parfois pour un certain nombre de médecins réticents. Un patient, ce n'est pas une pathologie. Un patient, c'est un être humain. Donc, une prise en charge qui doit être la plus globale possible. Surtout pour les pathologies de parcours complexes. Quatrième point, effectivement, il y a la pénurie d'un certain nombre d'acteurs. On met l'accent sur la pénurie médicale. Parfois des crises de vocation. Une nouvelle génération qui arrive avec une génération avec ses impératifs. Et la nouvelle génération de médecins, c'est pas l'ancienne génération. Je fais partie des anciens, c'est-à-dire que quand je travaille 12 heures, c'est normal. Quand je travaille 8 heures et je rentre à la maison, on me fout dehors. On me dit, qu'est-ce que tu fous ici? Bon. La nouvelle génération, c'est pas comme ça. On dit un médecin traitant qui part à la retraite, il est remplacé pour récupérer sa file active, c'est 2,1 ou 2,5 médecins. Donc effectivement, si on met tout ça, on dit que, alors on met en exergue, il faut augmenter le nombre de médecins. Ça ne règle rien. Je le dis, hein, et je le pense très sincèrement. Ça ne règle rien parce que notre système de soins est basé sur une image qui, pour moi, elle est archaïque. Le médecin, il soigne. Les infirmières aident le médecin. Et tout ça, c'est basé sur cette image où la prise en charge du patient, elle est basée sur la présence médicale, ou en tout cas l'omniprésence du médecin. Notre système de santé explose. Ce n'est pas une question uniquement de pénurie médicale. Hein. C'est que cette image-là, ça doit faire partie du passé. Et bien évidemment, quand on dit faire partie du passé, ça veut dire qu'il faut imaginer, instaurer une nouvelle image de notre système de santé. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, mais c'est un congrès sur les IPA. Donc, je vais me baser sur les IPA. Effectivement, les IPA font partie de cette modification de l'image de la prise en charge du patient basée uniquement sur le médecin. Pour que la prise en charge du patient soit plus globale, réponde aux exigences de qualité, de sécurité, il faut effectivement redéfinir la place des uns et des autres. C'est vrai que il y a ce protocole d'organisation, il y a cet imaginaire de délégation d'un certain nombre de tâches médicales à d'autres acteurs. Je dis bien que c'est un imaginaire. Les IPA n'est pas là pour seconder ou pour accepter une délégation de mission médicale. Les IPA doivent être un acteur avec des missions qu'aujourd'hui, le médecin ne peut plus le faire. Ou en tout cas, rediriger les missions de médecin sur de l'expertise. C'est que comme ça que la prise en charge, le parcours du patient, dans sa complexité, puisse être mieux prise en charge qu'actuellement. Aujourd'hui, si je prends notre exemple sur Avignon, et heureusement ce n'est pas que les universités, les CHU ou les centres anticancéreux, les CAG
se sont impliqués assez tôt, avec parfois des modèles un tout petit peu différents, parce que ça colle à la réalité du terrain. Et chaque terrain a sa spécificité. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nos IPA ont amélioré considérablement la qualité de la prise en charge du parcours du patient. La réalité du terrain, quand on prend une consultation médicale, c'est 10, 5, 10, 15 minutes quand c'est des difficultés. C'est ça la réalité, hein. La consultation de l'infirmière en pratique avancée, c'est beaucoup plus long. Pourquoi ? Parce que la prise en charge est beaucoup plus globale. Le médecin va aller se concentrer, et même le patient va aller se concentrer sur des segments très spécifiques. L'IPA va prendre en charge cette globalité avec la prévention. Dans le PRS3, c'est un des engagements. Le dépistage. L'implication des autres acteurs. Engagement numéro 6 sur la coordination ville-hôpital. Ce que je veux dire par là, c'est que une IPA, et je l'ai dit tout à l'heure, pour un établissement qui prend en charge des patients atteints de cancer, ce n'est plus une option. Ça ne doit pas être une option. Vous ne devez pas venir, on est là. Non, non. Ça doit être une obligation. Notre expérience, on a 2 IPA, une en hémato et une en onco. Cette implantation, et je tiens à souligner le gros travail qui a été fait par Marie sur cette belle implantation initiatrice de projet, lorsqu'elles ne sont pas là, je peux vous dire que toute l'équipe médicale, on est en mode panique. Au début, ce n'était pas ça, hein. Dans toute l'équipe médicale, il y en avait 2 qui croyaient. Les autres n'y croyaient pas parce qu'ils étaient dans le corporatisme, tout ça. C'est des conneries, les corporatismes. C'était dans l'ignorance un peu. Et quand on ignore, on se méfie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et Christine peut en témoigner, lorsqu'elles ne sont pas là, c'est la catastrophe. Donc, on y croit tellement qu'avec l'Institut Pauli Calmettes et les autres établissements en onco, et en l'occurrence avec le docteur Gabriel Brizou, on est en train de refaire le référentiel de la prise en charge de patients, lymphomes, etc. On a mis dans ce référentiel que le temps IPA n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et on espère que ce référentiel sera validé par l'ARS. Pourquoi ? C'est 3 fois. Pourquoi ? Parce que la réalité du terrain, c'est qu'au niveau des directions, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas aux IPA, c'est que financièrement, le modèle n'est pas encore complètement intégré dans le schéma schéma financier d'un hôpital. Tous les hôpitaux sont déficitaires, sauf l'Institut Pauli Calmettes, et c'est bien. Mais donc, ce déficit nous empêche effectivement, et je le dis, ce n'est pas une réticence des directions, mais c'est un frein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Marie ? Effectivement, j'ai entendu plusieurs fois la territorialité, c'est bien, hein, mais qu'est-ce que c'est le concret, la territorialité ? C'est ça, c'est le concret qu'il nous faut. Donc, ce qu'on a fait, bon, j'ai quelques manettes, je suis président de la commission médicale du groupement du GHT 84, on a fait une réunion. Et effectivement, la présence de l'IPA au niveau de la CMG, ça regroupe les 11 établissements, est ouverte. Et qu'est-ce que cela a entraîné ? Il y a eu plein de projets dans des petits hôpitaux.
des projets. Ça, c'est la deuxième étage de la fusée. Troisième étage, simplicité. Il y a les CPTS, l'inter-CPTS. Et effectivement, les hybrides, ça peut favoriser effectivement l'éclosion de l'hybride. Et l'hybride, qu'est-ce que cela va entraîner ? Un développement de l'ambulatoire. Donc moi j'appelle ça la déshospitalisation. Quand j'avais dit ça, les directeurs, ils m'ont regardé comme ça. Moins d'hospitalisation. Donc, pour notre système de santé, pour le faire évoluer dans sa globalité et dans le bon sens. Alors très souvent, la France en est en retard. Hein. Bon, néanmoins, il y a une occasion pour essayer d'avancer, d'innover. Et effectivement, l'innovation, il faut que les équipes puissent avoir effectivement un espace d'expression pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées. Je le redis, dans les parcours cancérologiques, l'IPA, et éventuellement, bien évidemment, d'autres acteurs, l'IPA n'est pas une option, ça doit être une obligation. Et je le dis, et je le crois, et vous pouvez être certain que je me battrai pour les implantations des IPA. Pourquoi ? Parce que les premiers bénéficiaires, le patient, mais les deuxièmes bénéficiaires, c'est le médecin. Merci. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on est tous remplis de bonnes ondes. Est-ce qu'il y a des questions Sur tout ce qu'on vient de se dire. Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Du coup, moi, je voulais juste rebondir un peu à ces enjeux. Tout a été un peu dit et je pense qu'on entend tous un peu la même chose dans tous les congrès sur nos enjeux de demain. Est-ce qu'il y a aussi, j'ai deux questions, dans les enjeux, l'uniformisation de notre enseignement à l'université, parce qu'on sait que c'est très disparate, déjà, qu'on est tous un peu la même base de formation. Et aussi, Madame la directrice, je crois que vous l'avez dit, l'attractivité pour les... Bon, ça, vous n'y pouvez rien, enfin, personne n'y peut rien, en tout cas ici dans cette salle. L'attractivité pour les professions de santé, est-ce que ça ne passe pas aussi, et je pense que tout le monde est d'accord, par une revalorisation salariale, oui, mais aussi une considération auprès des gens et du travail qu'ils peuvent faire auprès des patients, auprès des établissements de soins, quoi. Parce que, bon, l'attractivité, vous avez dit que les IPA, il y a moins d'IPA en onco, mais je pense qu'il y a aussi moins d'infirmiers, où la population aussi des infirmiers a changé. Donc forcément, comme la population médicale a changé, le docteur Slama l'a dit, je pense que la population de nos étudiants qui arrivent dans les écoles ont changé aussi. Il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas la même dévotion, je pense aussi. Et après, quand ils sont arrivés sur le terrain où on voit des infirmiers fatigués et épuisés, je pense qu'ils sont échaudés et qu'on n'arrive pas à les pousser vers l'IPA ou IBOD ou IAD, d'autres spécialités, quoi. Sur l'attractivité, c'est un vrai sujet. Si on avait la recette dans les conditions, dans l'environnement contraint dans lequel on est, elle serait déjà appliquée. Je pense qu'il faut agir sur plusieurs leviers. Je crois fondamentalement qu'on est au carrefour d'un changement profond organisationnel de nos établissements. On passe d'une structure que je dirais un peu pyramidale et traditionnelle à quelque chose où les uns les autres agissent en co-responsabilité, où on respecte les prérogatives de chacun et où tout ça nécessite un nouveau mode de management. Et si on ne réfléchit pas en parallèle de tout ça à la façon avec laquelle on manage les institutions, alors manager au sens mobiliser l'ensemble des ressources pour atteindre un objectif commun. Déjà, il faut avoir un objectif commun, une raison d'être. Elle est assez facile à trouver dans nos établissements puisque quand on parle du patient, tout le monde s'aligne en fait et tout le monde comprend l'intérêt. Donc la raison d'être est à travailler et ensuite, comment on mobilise les énergies autour de l'unité centrale qui est le service.
et au travers de toutes les compétences qu'il peut y avoir dans un service. On parle beaucoup des IPA, mais moi je vous dirais aussi qu'il y a probablement un travail à faire avec les fonctions logistiques. On a probablement un nouveau cadre de travail à imaginer, de nouvelles relations professionnelles à établir. Et ça passe par une acculturation de tout le monde, une prise de conscience de tout ça, une formalisation de nos envies et de nos modes de travail et un changement culturel. Et ça, c'est très long. Mais ça va avec la considération des différentes responsabilités des uns et des autres. Et du coup, une prise de conscience de la revalorisation de certaines professions. Il y a une expérience, je vous invite à la regarder. On était tout à l'heure avec le Québec. Il y a 20 ans, ils ont fait un constat en voulant revaloriser des métiers. Ils se sont rendus compte que gardien de zoo, c'était mieux payé que gardien d'enfants. Et ça leur a fait un déclic. Et ils ont lancé une vaste campagne d'évaluation de la valeur de chaque métier dans la société. Et ils ont cassé tous les biais de genre. Et notamment dans les professions féminisées, on est moins bien payé que dans les professions où il y a plus d'hommes. Ça, c'est pour ma petite touche. Mais c'est fondamental ce que je vous dis parce qu'en fait, en travaillant ensemble, ils ont lancé, alors ils sont moins nombreux que nous, c'est peut-être plus facile à faire à l'échelle du Québec, je ne sais pas, mais il y a 20 ans, ils ont lancé une grande campagne où ils ont noté les métiers en fonction de la prise de responsabilité, l'autonomie, l'incidence des décisions sur les autres. Et ils se sont rendus compte que tous les métiers paramédicaux étaient sous-payés. Et ainsi, ils ont travaillé sur un vaste programme de revalorisation. Autant vous dire que je ne pense pas qu'on fera ça en France. Néanmoins, il est possible de faire prendre conscience à un collectif de la valeur des métiers de chacun et de changer notre regard qui est très à la traditionnelle. Et en manageant et en travaillant sur les rapports aux autres dans les services, dans les directions, dans les départements ou les pôles, eh bien, on peut faire changer les lignes. Et en tout cas, je pense qu'il faut saisir l'opportunité des IPA pour donner des débouchés à la filière paramédicale, revaloriser le métier et faire tomber un peu les repères traditionnels qu'on peut avoir les uns et les autres et qui ne sont plus adaptés et qui font qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de métiers qui ne sont plus aussi attractifs qu'avant. Voilà. Alors, sur le côté de la formation, déjà, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le docteur Slama. Pour éviter d'avoir un système médico-centré, on va dire, dans l'organisation, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on réclame que le code de santé publique change et qu'on ne parle plus de profession médicale et d'auxiliaires médicaux, puisque c'est comme ça que nous sommes intitulés, auxiliaires médicaux, mais qu'on parle de profession de santé pour tout le monde. Et déjà, ça cassera réglementairement, ça cassera quelque chose, un système archaïque qui tourne depuis des années. Les premières propositions de changement de la réglementation ont été faites en 2014 au Haut Conseil des professions paramédicales et n'ont jamais été suivies d'effet. Mais il n'est jamais trop tard. Donc, on vient de changer de ministre. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être ouvertes. On ne sait pas. Sur la question de la formation et de l'uniformisation des formations, c'est un vrai sujet. Parce que nous sommes à l'université, que nous sommes sur un cahier des charges. Ce cahier des charges, il sert à ce que chaque université s'en saisisse pour proposer une interprétation de ce cahier des charges en fonction de ses ressources territoriales. Okay. Alors, il y a maintenant autant de DEIPA qu'il existe d'universités support de santé. D'accord ?
qui n'ont pas la chance d'avoir eu ce que nous, on a pu avoir. Du coup, j'en parle maintenant parce qu'on n'a pas fait. Parce que si le docteur Slama parle de Marie, on parle de Mylène ici, auparavant de Catherine, c'est que on a eu un partenariat qui a commencé il y a 6 ans, quasiment 6 ans, avec l'ARS PACA, où on a, pour le DEIPA spécifiquement, créé des enseignants hospitalo-universitaires, enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, donc qui ont un temps d'enseignants au sein de l'université et qui ont un temps hospitalier pour l'organisation et l'accompagnement des équipes et les accompagnements d'implantation, etc. Et qu'on ne sait pas comment font les autres universités sans eux. Parce que très sincèrement, si nous ne les avions pas, je ne vois pas comment on aurait pu arriver à ce niveau de qualité. Je pense qu'on n'a pas à en rougir. D'ailleurs, c'est très bien passé à la HERS puisqu'ils nous ont reconduits pour 5 ans, donc ça doit bien marcher. Et donc, quand les universités développent leur programme d'accréditation et qui doit être validé par les 2 ministères, normalement, on est censé fournir aussi toutes nos ressources et le quota minimum requis pour ouvrir une filière. Sauf que ça, étant donné qu'on a ouvert la volonté de déployer les 5000 IPA qui étaient prévus et d'ouvrir les formations IPA partout, voilà, il y a certains dossiers qui sont partis avec pas grand-chose et qui se sont constitués au fur et à mesure. Donc parler d'uniformisation sur un diplôme délivré par l'université, les universités étant autonomes, c'est pas possible. Par contre, on travaille en groupe. Là, il y a un travail de groupe qui est fait avec le projet DEFI, si j'ai bon souvenir de l'acronyme, initié par Montpellier, que nous, on a rejoint l'année dernière, qui regroupe maintenant 24. Bon, j'étais à 16 moi au début. Il y a 24 universités qui collaborent ensemble sur le programme spécifique d'oncologie. Et de façon très structurée, puisqu'il y a une convention qui est passée entre toutes les universités, ce qui n'est pas le cas sur les autres mentions. Je fais passer un message. Voilà, c'est pas fait pour écrire un bouquin, c'est fait pour structurer pour les étudiants. Donc il y a vraiment une différence significative dans la volonté de bien faire les choses et de collaborer au niveau national. Mais vous parlez d'un problème qui existe là pour les IPA. C'est le problème qui existe pour toutes les formations. Je veux dire, la formation médicale, c'est pareil. Il y a un cahier des charges national. Et ensuite, les universités l'appliquent en fonction de leurs ressources. Et donc, oui, on a peut-être la chance d'avoir plus de ressources sur Marseille que dans une autre université qui en a moins. Enfin, c'est comme ça. Et après, là, justement, la discussion qu'on avait avec Madame Loquet juste avant, c'est comment on peut faire en sorte que tout le territoire, alors au moins académique en ce qui nous concerne à l'université, comment tout le territoire académique puisse avoir un accès équitable à nos formations sur un programme équitable aussi. Qu'on soit dans la capitale ou à l'extérieur de la capitale. En gros, c'est ça. L'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas de perte de chance à habiter à Gap, Digne, chez nous, ou Draguignan. Et qu'il faut qu'on trouve des systèmes innovants pour modifier tout ça. Et quelque part, la crise Covid nous a permis d'avoir des avancées sur cette question-là. Parce que si on n'était pas passé par la crise, je pense qu'on en serait toujours à des difficultés de visioconférence et tout le tralala. Et là, vraiment, ça nous a permis d'avancer sur un certain nombre de choses. Donc nous, on a déjà commencé à dématérialiser un certain nombre de cours. On y va progressivement. Et puis là, sur les expérimentations qu'on propose, c'est pareil. C'est beaucoup d'asynchrone, notamment sur la formation de cadres de santé, pour que les faisans fonction puissent rester dans leur service et en même temps avoir de l'apport en tant que cadres de santé dans leur propre formation et pour mettre en application sur le terrain dès le lendemain. Voilà, par exemple. Donc voilà, la formation, c'est notre question. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'est que pour pouvoir modifier la formation, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir des données probantes. Pour avoir des données probantes, il faut faire de la recherche. Pour faire de la recherche, il faut de l'argent et une équipe de recherche. Et donc, bon, Julie est partie, mais elle est titulaire d'un PREPS, ce qu'on appelle un PREPS, c'est une subvention, je crois que c'est 700 000 € qu'elle a reçue pour évaluer l'implantation des IPA. Et nous, on recandidate, puisqu'on avait candidaté l'année dernière,
On n'est pas sur les mêmes dimensions. Pour faire aussi un projet qu'on doit mettre au niveau national, donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail si vous voulez être centre investigateur. Donc c'est pour évaluer le vécu du patient lorsqu'il est dans une équipe dans laquelle il y a une IPA. D'accord ? Donc évaluer tout ce qui est indicateur d'évaluation clinique et de sa chronicité, de sa prise en charge, mais aussi de tous les impacts socio-économiques que ça a sur sa prise en charge. Donc on avait déjà l'IPC Avignon, enfin nos partenaires historiques qui étaient partie prenante, et on nous a demandé de nationaliser le protocole de recherche. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce que ça va être un projet très intéressant qu'on va pouvoir mener. Voilà. Merci pour ces retours, en tout cas. On va clôturer cette belle journée, ces échanges, ces partages, et vraiment ce programme a été riche en intervention. Je vous remercie tout le monde de votre participation et de votre présence. Je vais passer le flambeau, puisque l'année prochaine, c'est Montpellier qui a gagné, qui va préparer le 3e congrès. Donc je peux vous laisser la parole. Oui, bon, merci. Déjà, d'abord, je crois qu'on peut remercier toute l'équipe de Marseille pour leur accueil. Pour avoir eu un aperçu, je sais que c'est un gros boulot toute l'année. Et donc, moi, modestement, mais en tout cas, bon, la journée était très intéressante et l'accueil au top. Donc, ça met la barre un peu haut pour l'an prochain. Et donc, voilà, l'équipe de Montpellier qui est venue un peu en force aujourd'hui sera ravie de vous accueillir au moins aussi nombreux l'an prochain. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2024.